Mon Dieu, Eraste. Gardons d'être surpris. Je tremble qu'on nous voit ensemble. Tout serait perdu après la défense que l'on m'a faite. Je regarde de tous côtés et je n'aperçois rien. Laissez-le, Yugen, Erin, et prends bien garde qu'il ne vienne personne. Reposez-vous sur moi et dites hardiment ce que vous avez à vous dire. Avez-vous imaginé pour notre affaire quelque chose de favorable? Croyez-vous, Eraste, pouvoir venir à bout de détourner ce fâcheux mariage que mon père s'est mis en tête? Au moins y travaillons-nous fortement. Et déjà, nous avons préparé un bon nombre de batteries pour renverser ce dessin ridicule. Par ma foi, voilà votre père. Si, par contre, vite! Non, 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 ne bougez. Je m'étais trompée. Oh mon Dieu, que tu es sotte, Nérine, de nous donner de ces frayeurs. Oui. Belle Julie, nous avons dressé pour cela quantité de machines. Et nous ne feignons pas de mettre tout en usage sur la permission que vous m'avez donnée. Ne nous demandez point tous les ressorts que nous ferons jouer, vous en aurez le divertissement. Et comme aux comédies, il est bon de vous laisser le plaisir de la surprise et de ne vous avertir point de tout ce qu'on vous fera voir. C'est assez de vous dire que nous avons en main divers stratagèmes, tout prêts à produire dans l'occasion, et que l'ingénieuse Nérine et l'adroite Brigani entreprennent l'affaire. Assurément. Votre père se moque-t-il de vouloir vous enlever de son avocat de Limoges, monsieur de Poursognac, qui n'a vu de sa vie et qui vient par le coche vous enlever à notre barbe? Faut-il que 3 ou 4 000 écus de plus sur la parole de votre oncle lui fassent rejeter un amant qui vous agrée? Et une personne comme vous est-elle faite pour un limousin? S'il a envie de se marier, que ne prend-il une limousine et ne laisse-t-il en repos les chrétiens? Le seul nom de monsieur de Poursognac m'a mis dans une colère effroyable. J'enrage de monsieur de Poursognac. Quand il n'y aurait que ce nom-là, monsieur de Poursognac, j'y brûlerais mes livres ou je romprais ce mariage et vous ne serez point madame de Poursognac. Poursognac. Cela se peut-il souffrir? Non. Poursognac est une chose que je ne saurais supporter. Et nous lui jouerons tant de pièces, nous lui ferons tant de niche sur niche, que nous renverrons à Limoges, monsieur de Poursognac. Voilà notre subtil Napolitain qui nous dira des nouvelles. Monsieur, votre homme arrive. Je l'ai vu à 3 lieues d'ici où a couché le coche. Et dans la cuisine où il est descendu pour déjeuner, je l'ai étudié une bonne grosse demi-heure et je le sais déjà par cœur. Pour sa figure, je ne veux point vous en parler, vous verrez de quel air la nature l'a dessiné et si l'ajustement qui l'accompagne y répond comme il faut. Mais pour son esprit, je vous avertis par avance qu'il est des plus épais qui se fassent, que nous trouvons en lui une matière tout à fait disposée pour ce que nous voulons, et qu'il est homme, enfin, à donner dans tous les panneaux qu'on lui présentera. Nous dis-tu vrai? Oui, si je me connais en gens. Madame, voilà un illustre. Votre affaire ne pouvait être mise en de meilleures mains. Et c'est le héros de notre siècle pour les exploits dont il s'agit. Un homme qui 20 fois en sa vie, pour servir ses amis, a généreusement affronté les galères. Qui, au péril de ses bras et de ses épaules, sait mettre noblement à fin les aventures les plus difficiles. Et qui, tel que vous le voyez, est exilé de son pays pour je ne sais combien d'actions honorables qu'il a généreusement entreprises. Je suis confus des louanges de vous m'honorer. Et je pourrais vous en donner avec plus de justice sur les merveilles de votre vie. Et principalement sur la gloire que vous acquitte lorsqu'avec tant d'honnêteté, vous pipâtes au jeu pour 12 000 écus ce jeune seigneur étranger. Lorsque vous fîtes galamment ce faux contrat qui ruina toute une famille. Lorsqu'avec tant de grandeur d'âme vous souteniez le dépôt qu'on vous avait confié. Et que si généreusement vous lui prêtez votre témoignage à faire pendre ces 2 personnages qui ne l'avaient pas mérité. Ce sont petites bagatelles qui ne veulent pas qu'on en parle. Et vos éloges me font rougir. Je veux bien épargner votre modestie, laissons cela. Mais pour commencer notre affaire, allons vite joindre notre provincial. Tandis que de votre côté, vous nous tiendrez prêts au besoin les autres acteurs de la comédie. Au moins, madame,
Souvenez-vous de votre rôle. Et pour mieux couvrir notre jeu, feignez, comme on vous a dit, d'être la plus contente du monde des résolutions de votre père. S'il ne tient qu'à cela. Les choses iront à merveille. Mais, belle Julie, si toutes nos machines venaient à ne pas réussir, Je déclarais à mon père mes véritables sentiments. et si, contre vos sentiments, il s'obstinait à son dessein, Je menacerais de me jeter dans un couvent. et si malgré tout cela, il voulait vous forcer à ce mariage, Que voulez-vous que je vous dise? ce que je veux que vous me disiez, Oui. ce qu'on dit quand on aime bien, Mais quoi? que rien ne pourra vous contraindre, et que malgré tous les efforts d'un père, vous me promettez d'être à moi. Mon Dieu, Iras, contentez-vous de ce que je fais maintenant. Et n'allez point tenter sur l'avenir les résolutions de mon cœur. Ne fatiguez point mon devoir par des propositions d'une fâcheuse extrémité, dont peut-être n'aurons-nous pas besoin. Et s'il faut venir, souffrez au moins que j'y sois entraînée par la suite des choses. Eh bien, Ma foi, voici notre homme. Songeons à nous. Comme il est parti! Eh ben quoi? Qu'est-ce? Qu'y a-t-il? Oh, diantre, soit la sotte ville et les sottes gens qui y sont, de pouvoir faire un pas sans trouver des nigauds qui vous regardent et se mettent à rire. Eh, messieurs les panneaux, faites vos affaires, laissez passer les personnes sans leur rire au nez. Je me donne au diable si je ne baille un coup de poing au premier que je vais les rire. Qu'est-ce que c'est, monsieur? Que veut dire cela? À qui en avez-vous? Faut-il se moquer ainsi des honnêtes étrangers qui arrivent ici? Voilà un homme raisonnable, celui-là. Quel procédé est le vôtre? Et qu'avez-vous à rire? Oh, rien. Monsieur a-t-il quelque chose de ridicule en soi? Oui. Est-il autrement que les autres? Suis-je tordu ou bossu? Apprenez à connaître les gens. C'est bien dit. Monsieur est d'une mine à respecter. Cela est vrai. Personne de condition. Oui. Gentilhomme limousin. Homme d'esprit. Qui a étudié en droit. Il vous fait trop d'honneur de venir dans votre ville. Sans doute. Monsieur n'est point une personne à faire rire. Assurément. Et quiconque rira de lui aura affaire à moi. Monsieur, je vous suis infiniment obligé. Je suis fâché, monsieur, de voir recevoir de la sorte une personne comme vous. Et je vous demande pardon pour la vie. Je suis votre serviteur. Je vous ai vu ce matin, monsieur. Avec le coche. Lorsque vous avez déjeuné. Et la grâce avec laquelle vous mangez votre pain m'a fait naître de l'amitié pour vous. Et comme je sais que vous n'êtes jamais venu en ce pays et que vous y êtes tout neuf, je suis bien aise de vous avoir trouvé pour vous offrir mon service à cette arrivée et vous aider à vous conduire parmi ce peuple qui n'a pas parfois pour les honnêtes gens toute la considération qu'il faudrait. C'est trop de grâce que vous me faites. Je vous l'ai déjà dit, du moment que je vous ai vu, je me suis senti pour vous de l'inclination. Oh, je vous suis obligé. Votre physionomie m'a plu. Ce n'est beaucoup d'honneur. J'y ai vu quelque chose d'honnête, Ah, je suis votre serviteur. quelque chose d'aimable, de gracieux, de doux, de majestueux, de franc et de cordial. Je vous assure que je suis tout à vous. Je vous ai beaucoup d'obligations. C'est du fond du cœur que je parle. Je le crois. Et si j'avais l'honneur d'être connu de vous, vous sauriez que je suis un homme tout à fait Je sincère, n'en doute point. ennemi de la fourberie, J'en suis persuadé. qui n'est pas capable de déguiser ses sentiments. C'est ma pensée. Vous regardez mon habit qui n'est pas fait comme les autres. Mais je suis originaire de Naples. À votre service. Et j'ai voulu conserver un peu et la manière de s'habiller et la sincérité de mon pays. C'est fort bien fait. Pour moi, j'ai voulu me mettre à la mode de la cour. Pour la campagne. Ma foi, cela vous va mieux qu'à tous nos courtisans. C'est ce que m'a dit mon tailleur. L'habiller propre et riche, et il fera du bruit ici. Sans doute. N'irez-vous pas au Louvre? Il faudra bien aller faire ma cour. Le roi sera ravi de vous Je voir. le crois. Avez-vous arrêté un logis? Non, j'allais en chercher un. Je serais bien aise d'être avec vous pour cela et je connais tout ce pays ici. Oh! Oh!
Qu'est ceci? Que vois-je? Quelle heureuse rencontre! Monsieur de Poursognac, que je suis ravi de vous voir. Comment? Il semble que vous ayez peine à me reconnaître. Monsieur, je suis votre serviteur. Est-il possible que 5 ou 6 années m'aient ôté de votre mémoire? Et que vous ne reconnaissiez pas le meilleur ami de toute la famille des Poursognac? Pardonnez-moi. Ma foi, je ne sais qui il est. Il n'y a pas un Poursognac à Limoges que je ne connaisse depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Je ne fréquentais que dans le temps que j'y étais. Et j'avais l'honneur de vous voir presque tous les jours. C'est moi qui l'ai reçu, monsieur. Vous ne vous remettez point mon visage. Si fait. Je le connais point. Vous ne vous ressouvenez pas que j'ai eu le bonheur de boire avec vous je ne sais combien de fois? Excusez-moi. Je sais ce que c'est. Comment appelez-vous ce traiteur de Limoges qui fait si bonne chère? Petit Jean. La voilà. Nous allions le plus souvent ensemble chez lui nous réjouir. Comment est-ce que vous nommez à Limoges ce lieu où l'on se promène Le cimetière des Arènes. Justement! C'est où je passais de si douces heures à jouir de votre agréable conversation. Vous ne vous remettez point tout cela. Excusez-moi, je me le remets. Diable emporte si je m'en souviens. Il y a 100 choses comme cela qui passent de la tête. Embrassez-moi donc, je vous prie. Et resserrons les nœuds de notre ancienne amitié. Voilà un homme qui vous aime fort. Oh! Dites-moi donc un peu des nouvelles de toute la parenté. Comment se porte, monsieur, votre... là, qui est si honnête homme? Mon frère, le consul, Oui, il se porte le mieux du monde. certes, j'en suis ravi. Et celui qui est de si bonne humeur, là, monsieur, votre... Mon cousin, l'assesseur. Justement! Toujours gai, gaillard. Ma foi, j'en ai beaucoup de joie, hein? Et monsieur votre oncle... Je n'ai point d'oncle. Vous aviez pourtant, en ce temps-là... Non. Rien qu'une tante. C'est ce que je voulais dire. Madame, votre tante, comment se Elle porte-t-elle? est morte. Depuis 6 mois. Hélas, la pauvre femme. Elle était si bonne personne. Nous avons aussi mon neveu, le chanoine, qui a pensé mourir de la petite vérole. Quel dommage ça aurait été. Le connaissez-vous aussi? Oh, vraiment, si je le connais, un grand garçon bien fait. Oh. Pas des plus grands. Non, mais de taille bien prise. Oui. Qui est votre neveu? Oui. Fils de votre frère et de votre sœur. Justement. Chanoine de l'église de... Oui, comment l'appelez-vous? Saint-Étienne. Le voilà, je ne connais autre. Il dit toute la parenté. Il vous connaît plus que vous ne croyez. À ce que je vois, vous avez demeuré longtemps dans notre ville. 2 ans entiers. Vous étiez donc là quand mon cousin l'élu fit tenir son enfant à monsieur notre gouverneur. Ah, vraiment, oui, j'y fus convié des premiers. Oh, cela fut galant. Très galant. C'était un repas bien troussé. Sans doute. Vous dites donc aussi la querelle que j'ai avec ce gentilhomme Périgourdin? Oh oui. Oh, parbleu, il trouva qui parlait. Sans doute. Il me donna un soufflet. Mais je lui dis bien son fait. Assurément. Au reste, je ne prétends point que vous preniez d'autres logis que le mien. Je n'écarte. Vous moquez-vous. Je ne souffrirai point du tout que mon meilleur ami soit autre part que dans ma maison. Ce serait vous. Non, le diable m'emporte. Vous logerez chez moi. Puisqu'il le veut obstinément, je vous conseille d'accepter l'offre. Où sont vos hardes? Je les ai laissés avec mon valet où je suis descendu. Envoyons-les quérir par quelqu'un. Non. Je lui ai défendu de bouger à moins que j'y fusse moi-même, de peur de quelques fourberies. C'est prudemment avisé. Ce pays-ci est un peu sujet d'inconscience. On voit les gens d'esprit en tout. Je vais accompagner monsieur et le ramènerai où vous voudrez. Oui, je serais bien aise de donner quelques ordres. Et vous n'avez qu'à revenir à cette maison-là. Nous sommes à vous tout à l'heure. Je vous attends avec impatience. Voilà une connaissance où je ne m'attendais point. Il a la mine d'être honnête homme.
Ma foi, monsieur de Poursognac, nous vous en donnerons de toutes les façons. Les choses sont préparées. Et je n'ai qu'à frapper. Je crois, monsieur, que vous êtes le médecin à qui l'on est venu parler de ma part. Non, monsieur, ce n'est pas moi qui suis le médecin. À moi n'appartient pas cet honneur et je ne suis qu'apothicaire. Apothicaire. Indigne pour vous servir. Et monsieur le médecin est-il à la maison? Oui, il est là. Embarrassé à expédier quelques malades. Et je vais lui dire que vous êtes ici. Non, non, ne bougez. J'attendrai qu'il ait fait. C'est pour lui mettre entre les mains certains parents que nous avons qui se trouvent attaqués de quelque folie dont nous serions bien aise qu'il pût guérir avant que de le marier. Je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. Et j'étais avec lui quand on lui a parlé de cette affaire, ma foi. Ma foi. Vous ne pouviez pas vous adresser à un médecin plus habile. C'est un homme qui sait la médecine à fond, comme je sais ma croix de par Dieu, et qui, quand on devrait crever, ne démordrait pas d'un iota des règles des anciens, oui. Il suit toujours le grand chemin. Le grand chemin ne va point chercher midi à 14h. Et pour tout l'or du monde, il ne voudrait point avoir guéri une personne avec d'autres remèdes que ceux que la faculté permet. Il fait fort bien. Un malade ne doit point vouloir guérir que la faculté n'y consente. Ce n'est pas parce que nous sommes grands amis que j'en parle, mais il y a plaisir d'être son malade. Et j'aimerais mieux mourir de ses remèdes que de guérir de ceux d'un autre. Car quoi qu'il puisse arriver, on est assuré que les choses sont toujours dans l'ordre. Et quand on meurt sous sa conduite, vos héritiers n'ont rien à vous reprocher. C'est une grande consolation pour un défunt. Assurément. On est bien aise au moins d'être mort méthodiquement. Au reste, il n'est pas de ces médecins qui marchandent les maladies, c'est un homme expéditif qui aime à dépêcher les malades. Et quand on a à mourir, cela se fait avec lui le plus vite du monde. En effet, il n'est rien tel que de sortir promptement d'affaire. Cela est vrai. À quoi bon tant barguigner et tant tourner autour du pot? Il faut savoir vitement le court ou le long d'une maladie. Vous avez raison. Voilà déjà 3 de mes enfants dont il m'a fait l'honneur de conduire la maladie qui sont morts en moins de 4 jours et qui, entre les mains d'un autre, auraient langui plus de 3 mois. Il est bon d'avoir des amis comme cela. Sans doute. Il ne me reste plus que 2 enfants dont il prend soin comme des siens. Il les traite et gouverne à sa fantaisie, sans que je me mêle de rien. Et le plus souvent, quand je reviens de la ville, je suis tout étonné que je les trouve saignés ou purgés par son ordre. Voilà des soins fort obligeants. Le voici. Le voici. Le voici qui vient. Monsieur, il n'en peut plus. Et il dit qu'il sent dans la tête les plus grandes douleurs du monde. Le malade est en sot. D'autant plus que dans la maladie dont il est attaqué, ce n'est pas la tête, selon Galien, mais la rate qui lui doit faire mal. Quoi que c'en soit, monsieur, il a toujours avec cela son cours de ventre depuis 6 mois. Non, c'est signe que l'œil dedans se dégage. Je l'irai visiter dans 2 ou 3 jours, mais s'il mourait avant ce temps-là, ne manquez pas de m'en donner avis, car il n'est pas de la civilité qu'un médecin visite un mort. Et mon père, monsieur, est toujours malade de plus en plus. Ce n'est pas ma faute. Je lui donne des remèdes. Que ne guérit-il? Combien a-t-il été saigné de fois? 15, monsieur, depuis 20 jours. 15 fois saigné? Oui. Et il ne guérit point? Non, monsieur. C'est signe que la maladie n'est pas dans le sang. Nous le ferons purger autant de fois pour voir si elle n'est pas dans les humeurs. Et si rien ne nous réussit, nous l'enverrons au bain. Voilà le fin, cela, voilà le fin de la médecine. C'est moi, monsieur, qui vous ai envoyé parler ces jours passés pour un parent un peu troublé d'esprit, que je veux vous donner chez vous afin de le guérir avec plus de commodité et qu'il soit vu de moins de monde. Oui, monsieur. J'ai déjà disposé tout et promets d'en avoir tous les soins imaginables.
Le voici. La conjoncture est tout à fait heureuse, et j'ai ici un ancien de mes amis, avec lequel je serais bien aise de consulter sa maladie. Une petite affaire m'est survenue qui m'oblige à vous quitter. Mais voilà une personne entre les mains de qui je vous laisse, qui aura soin pour moi de vous traiter du mieux qu'il lui sera possible. Le devoir de ma profession m'y oblige, et c'est assez que vous me chargiez de ce soin. C'est son maître d'hôtel, il faut que ce soit un homme de qualité. Oui, je vous assure que je traiterai monsieur méthodiquement et dans toutes les régularités de notre art. Mon Dieu, il ne me faut point tant de cérémonies, et je ne viens pas ici pour incommoder. Un tel emploi ne me donne que de la joie. Voilà toujours 6 pistoles d'avance, en attendant ce que j'ai promis. Non! Oh, s'il vous plaît! Je n'entends pas que vous fassiez de dépenses et que vous envoyiez rien acheter pour moi. Mon Dieu, laissez faire, ce n'est pas pour ce que vous pensez. Je vous demande de ne me traiter qu'en ami. C'est ce que je veux faire. Je vous recommande surtout de ne le point laisser sortir de vos mains, car parfois, il veut s'échapper. Ne vous mettez pas en peine. Je vous prie d'excuser l'incivilité que je commets. Oh, vous vous moquez. Et c'est trop de grâce que vous me faites. Ça m'est beaucoup d'honneur, monsieur, d'être choisi pour vous rendre service. Je suis votre serviteur. Voici un habile homme, mon confrère, avec lequel je vais consulter la manière dont nous vous traiterons. Il ne me faut point tant de façon, vous dis-je. Et je suis homme à me contenter de l'ordinaire. Allons, des sièges. Voilà pour un jeune homme des domestiques bien lugubres. Allons, monsieur. Prenez votre place, monsieur. Votre très humble valet. Que veut dire cela? Mangez-vous bien, monsieur. Oui, et bon, encore mieux. Tant pis. Cette grande appétition du froid et de l'humide est une indication de la chaleur et sécheresse qui est au-dedans. Dormez-vous fort? Oui, quand j'ai bien soupé. Faites-vous des songes? Quelquefois. De quelle nature De la nature des songes. Quel diable de conversation est cela? Vos déjections, comment sont-elles? Oh, pour ma foi, je ne comprends rien à toutes ces questions. Je veux plutôt boire un coup. Un peu de patience. Nous allons raisonner sur votre affaire devant vous. Et nous le ferons en français, pour être plus intelligible. Quel grand raisonnement faut-il pour manger un morceau? Comme ainsi soit qu'on ne puisse guérir une maladie, qu'on ne la connaisse parfaitement, et qu'on ne la puisse parfaitement connaître sans en bien établir l'idée particulière et la véritable espèce par ses signes diagnostiques et prognostiques, vous me permettrez, monsieur notre ancien, d'entrer en considération de la maladie dont il s'agit avant que de toucher à la thérapeutique et au remède qu'il nous conviendra faire pour la parfaite curation d'Issel. Je dis donc, monsieur, avec votre permission, que notre malade ici présent est malheureusement attaqué, affecté, possédé, travaillé de cette sorte de folie que nous nommons fort bien mélancolie hypocondriaque. Espèce de folie très fâcheuse et qui ne demande pas moins qu'un esculape comme vous consommé dans notre art, vous dis-je, qui avez blanchi, comme on dit, sous le harnois et auquel il en a tant passé par les mains de toutes les façons. Je l'appelle mélancolie hypocondriaque pour la bien distinguer des deux autres, car le célèbre Galien établit doctement à son ordinaire 3 espèces de cette maladie que nous nommons mélancolie, ainsi appelée non seulement par les latins, mais encore par les grecs, ce qui est bien à remarquer pour notre affaire. La première, qui vient du propre vice du cerveau. La seconde, qui vient de tout le sang fait et rendu atrabilaire. La troisième, appelée hypocondriaque, qui est la nôtre, laquelle procède du vice de quelques parties du bas-ventre et de la région inférieure, mais
particulièrement de la rate, dont la chaleur et l'inflammation portent au cerveau de notre malade beaucoup de fuligines épaisses et crasses, dont la vapeur noire et maligne cause dépravation aux fonctions de la faculté princesse et fait la maladie, dont par notre raisonnement il est manifestement atteint et convaincu. Qu'ainsi ne soit. Pour diagnostic incontestable de ce que je dis, vous n'avez qu'à considérer ce grand sérieux que vous voyez. Cette tristesse accompagnée de crainte et de défiance, signe pathognomonique et individuel de cette maladie si bien marquée chez le divin vieillard Hippocrate. Cette physionomie, ces yeux rouges et hagards, cette grande barbe, cette habitude du corps menu, grêle, noir et velu, lesquels signes le dénotent très affecté de cette maladie procédante du vice des hypocondres, laquelle maladie, par laps de temps naturalisé, on vieillit, habitué et ayant pris droit de bourgeoisie chez lui pourrait bien dégénérer, ou en manie, ou en phtisie, ou en apoplexie, ou même en fine frénésie et fureur. Tout ceci supposé, puisqu'une maladie bien connue est à demi guérie, car ignoti nulla est curatio morbi, il ne vous sera pas difficile de convenir des remèdes que nous devons faire à monsieur. Premièrement, pour remédier à cette pléthore obturante, à cette cacochimie luxuriante par tout le corps, je suis d'avis qu'il soit phlébotomisé libéralement, c'est-à-dire que les saignées soient fréquentes et plantureuses en premier lieu de la basilique, puis de la céphalique, même si le mal est opiniâtre, de lui ouvrir la veine du fond, et que l'ouverture soit large, afin que le gros sang puisse sortir, et en même temps de le purger, désopiler et évacuer par purgatifs propres et convenables, c'est-à-dire par cholagogue, mélanogogue, etc. Et comme la véritable source de tout le mal est ou une humeur crasse et féculente, ou une vapeur noire et grossière qui obscurcit, infecte et salit les esprits animaux, il est à propos ensuite qu'ils prennent un bain d'eau pure et nette, avec force petit lait clair, pour purifier par l'eau la féculence de l'humeur crasse et éclaircir par le lait clair la noirceur de cette vapeur. Mais avant toute chose, je trouve qu'il est bon de le réjouir par agréable conversation, chants et instruments de musique, à quoi il n'y a pas d'inconvénient de joindre des danseurs dont la disposition, mouvement et agilité puissent exciter et réveiller la paresse de ces esprits engourdis qui occasionnent l'épaisseur de son sang, d'où procède la maladie. Voilà les remèdes que j'imagine. À quoi pourront être ajoutés beaucoup d'autres meilleurs par monsieur notre maître et ancien, suivant l'expérience, jugement, lumière et suffisance qu'il s'est acquise dans notre art. Dixit. Ah, Dieu ne plaise, monsieur, qu'il me tombe en pensée d'ajouter rien à ce que vous venez de dire. Vous avez si bien discouru sur tous les signes, les symptômes et les causes de la maladie de monsieur. Le raisonnement que vous en avez fait est si docte et si beau qu'il est impossible qu'il ne soit pas fou et mélancolique, hypocondriaque. Et quand il ne le serait pas, il faudrait qu'il le devînt, pour la beauté des choses que vous avez dites et la justesse du raisonnement que vous avez fait. Oui, monsieur, vous avez dépeint fort graphiquement, Graffice des Pinxisti, tout ce qui appartient à cette maladie. Il ne se peut rien de plus doctement, sagement, ingénieusement conçu, pensé, imaginé que ce que vous avez prononcé au sujet de ce mal, soit pour la diagnose ou la prognose, ou la thérapie.
Et il ne me reste ici qu'à féliciter monsieur d'être tombé entre vos mains et de lui dire qu'il est trop heureux d'être fou pour éprouver l'efficace et la douceur des remèdes que vous avez si judicieusement proposés. Je les approuve tous. Manibus et penibus descendo intuam sententiam. Tout ce que j'y voudrais, c'est de faire les signes et les purgations en nombre impair. Numero Deus impari gaudet. De prendre le lait clair avant le bain, de lui composer un fronteau où il entre du sel. Le sel est le symbole de la sagesse, de faire blanchir les murailles de sa chambre pour dissiper les ténèbres de ses esprits. Album est disgregativum visus. Et de lui donner tout à l'heure un petit lavement pour servir de prélude et d'introduction à ces judicieux remèdes dont, s'il a à guérir, il doit recevoir du soulagement. Fasse le ciel que ces remèdes, monsieur, qui sont les vôtres, réussissent aux malades selon notre intention. Messieurs, il y a une heure que je vous écoute. Est-ce que nous jouons une comédie? Non, monsieur, nous ne jouons point. Qu'est-ce que tout ceci? Et que voulez-vous dire avec votre galimatia et vos sottises? Bon, dire des injures. Voilà un diagnostic qui nous manquait pour la confirmation de son mal, et ceci pourrait bien tourner en manie. Avec qui m'a-t-on mis ici? Autre diagnostic, la sputation fréquente. Laissons cela et sortons d'ici. Autre encore, l'inquiétude de changer de place. Qu'est-ce que donc toute cette affaire et que voulez-vous? Vous guérir, selon l'ordre qui nous a été donné. Me guérir? Oui. Parbleu, je ne suis pas malade. Mauvais signe lorsqu'un malade ne sent pas son mal. Je vous dis que je me porte bien. Nous savons mieux que vous comment vous vous portez. Et nous sommes médecins qui voyons clair dans votre constitution. Mais si vous êtes médecin, je n'ai que faire de vous. Je me moque de la médecine. Oh, voilà un homme qui est plus fou que nous ne pensons. Mon père et ma mère n'ont jamais voulu de remède. Ils sont morts tous deux sur l'assistance des médecins. Ça ne m'étonne pas s'ils ont engendré un fils qui est insensé. Allons, procédons à la curation, et par la douceur exhilarante de l'harmonie, adoucissons, lénifions et accroisons l'aigreur de ces esprits que je vois prêts à s'enflammer. Mais que diable est cela? Les gens de ce pays-ci sont-ils insensés? Je n'ai jamais rien vu de tel. J'y comprends rien du tout. Monsieur, voici un petit remède. Un petit remède qu'il vous faut prendre, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Comment? Et je n'ai que faire de cela? Il a été ordonné, monsieur. Il a été ordonné! Oh, que de bruit! Prenez-le, monsieur, prenez-le. Il ne vous fera point de mal. Il ne vous fera point de mal. C'est un petit clister bénin. Il est bénin. Là, prenez, monsieur, prenez. C'est pour déterger. Déterger! Il a forcé tous les obstacles que j'avais mis, et s'est dérobé aux remèdes que je commençais de lui faire. C'est être bien ennemi de soi-même que de fuir des remèdes aussi salutaires que les vôtres. Marque d'un cerveau démonté et d'une raison dépravée que de ne vouloir pas guérir. Vous l'auriez guéri haut la main. Sans doute, quand il y aurait eu complication de 12 maladies. Cependant, voilà 50 pistoles bien acquises qu'il vous fait perdre. Moi, je n'entends point les perdre, et prétends le guérir en dépit qu'il en est. Il est lié et engagé à mes remèdes, et je veux le faire saisir où je le trouverai comme déserteur de la médecine et infracteur de mes ordonnances. Vous avez raison, vos remèdes étaient un coup sûr et c'est de l'argent qu'il vous vole. Où puis-je en avoir des nouvelles? Chez le bonhomme Oronte, assurément, dont il vient épouser la fille, et qui, ne sachant rien de l'infirmité de son gendre futur, voudra peut-être se hâter de conclure le mariage. Je veux lui parler tout à l'heure. Vous ne ferez point mal. Il est hypothéqué à mes consultations, et un malade ne se moquera pas d'un médecin. C'est fort bien dit à vous. Et si vous m'en croyez, vous ne souffrirez point qu'il se marie, que vous ne l'ayez pensé tout votre sou. Laissez-moi faire.
Je vais de mon côté dresser une autre batterie. Et le beau-père est aussi dupe que le gendre. Vous avez, monsieur, un certain monsieur de Poursognac qui doit épouser votre fille. Oui, je l'attends de Limoges. Et il devrait être arrivé. Aussi l'est-il. Et il s'en est fui de chez moi après y avoir été mis. Mais je vous défends, de la part de la médecine, de procéder au mariage que vous avez conclu, que je ne l'ai dûment préparé pour cela et mis en état de procréer des enfants bien conditionnés et de corps et d'esprit. Comment donc? Votre prétendu gendre a été constitué mon malade. Sa maladie qu'on m'a donnée à guérir est un meuble qui m'appartient et que je compte entre mes effets. Et je vous déclare que je ne prétends point qu'il se marie, qu'au préalable, il n'est satisfait à la médecine et subit les remèdes que je lui ai ordonnés. Il a quelque mal? Oui. Et quel mal, s'il vous plaît? Ne vous en mettez pas en peine. Est-ce quelque mal? Les médecins sont obligés au secret. Il suffit que je vous ordonne, à vous et à votre fille, de ne point célébrer sans mon consentement vos noces avec lui, sur peine d'encourir la disgrâce de la faculté et d'être accablé de toutes les maladies qu'il nous plaira. Je n'écarte si cela est de faire le mariage. On me l'a mis entre les mains, et il est obligé d'être mon malade. À la bonne heure. Il a beau fuir, je le ferai condamner par arrêt à se faire guérir par moi. C'est comme ça. Oui, il faut qu'il crève ou que je le guérisse. Je le veux bien. Et si je ne le trouve, je m'en prendrai à vous, et vous guérirez au lieu de lui. Je me porte bien. Et n'importe, il me faut un malade, et je prendrai qui je pourrai. Et prenez qui vous voudrez. Mais ça ne sera pas moi. Voyez un peu la belle raison. Monsieur, avec les votre permission, je suis un trop cher marchand flamand qui voudrait bien vous demander un petit nouvelle. Quoi, monsieur? Mettez votre chapeau sur le test, monsieur, s'il vous plaît. Dites-moi, monsieur, ce que vous voulez. Moi, ne dirai rien, monsieur, si vous ne mettrez pas le chapeau sur le test. Soit. Qu'y a-t-il, monsieur? Vous connaîtrez point en Stifil un certain Monsieur Oron. Oui, je le connais. Et quel homme est-il, monsieur, s'il vous plaît? C'est un homme comme les autres. Je vous demande, monsieur, s'il est un homme riche, qui a du bien. Oui. Mais riche beaucoup grandement, monsieur? Oui. J'en suis beaucoup, monsieur. Et pourquoi ça? Là, monsieur, que si monsieur Oron donne son fille en mariage à un certain monsieur de Poursognac. Eh ben. Et si monsieur de Poursognac, monsieur, est un homme qui doit beaucoup grandement à 10 ou 12 marchands flamands, qui est revenu ici. Monsieur de Poursognac doit beaucoup à 10 ou 12 marchands? Oui, monsieur. Et depuis 8 mois, nous avons obtenu un petit sentence contre lui et lui à remettre à payer tout ce créancier de ce mariage que ce monsieur donne pour son fille. Il a remis là à payer ses créanciers? Oui, monsieur. Et avec une grande dévotion, nous tous à attendre ce mariage. La vie n'est pas mauvaise. Il donne le bonjour. Je remercie monsieur de la faveur grande. Votre très humble valet. Je le suis, monsieur. Obligé plus que beaucoup du bon nouvelle que monsieur m'avoir donné. Ça ne va pas mal. Quittons notre ajustement de flamand pour songer à d'autres machines. Et tâchons de semer tant de soupçons et de divisions entre le beau-père et le gendre que cela rompe le mariage prétendu. Tous deux également sont propres à gober les hameçons qu'on leur veut tendre. Et entre nous autres, fourbes de la première classe, nous ne faisons que nous jouer lorsque nous trouvons un gibier aussi facile que celui-là. Piglialonzu, signor Montsou, que diable est cela? Qu'est-ce, monsieur? Qu'avez-vous? Tout ce que je vois me semble lavement. Comment? Vous savez pas ce qui m'est arrivé dans ce logis à la porte duquel vous m'avez conduit? Non, vraiment? Qu'est-ce que c'est? Je pensais y être régalé comme il faut. Eh bien? Je vous laisse entre les mains de monsieur. Des médecins, habillés de noir, dans une chaise. Tâtez le pouls, comme un soit. Il est fou. Deux gros joufflus.
Grand chapeau, 6 pantalons, ta-ra-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, monsieur Pourceaugnac, apothicaire, lavement, prenez, monsieur, prenez, il est bénin, c'est pour déterger, piglialo su, seigneur Montsou, piglialo su. Jamais je n'étais si sous de sottise. Qu'est-ce que tout cela veut dire? Cela veut dire que cet homme-là, avec ses grandes embrassades, est un fourbe qui m'a mis dans une maison pour se moquer de moi et me faire une pièce. Cela est-il possible? Mais sans doute. Ils étaient une douzaine de possédés après mes choses. Et j'ai eu toutes les peines du monde à m'échapper de leurs pattes. Voyez un peu, les mines sont bien trompeuses. Je l'aurais cru le plus affectionné de vos amis. Voilà un de mes étonnements. Comme il est possible qu'il y ait des fourbes comme cela dans le monde. Ne songe pas le lavement. Voyez, je vous prie. Et il y a quelques petites choses qui approchent de cela. Et j'ai l'odorat et l'imagination tout remplis de cela. Et il me semble que je vois toujours une douzaine de lavements qui me coûtent. Voilà une méchanceté bien grande. Et les hommes sont bien traîtres et scélérats. Enseignez-moi de grâce le logis de Monsieur Ronde. Je suis bien aise d'y aller tout à l'heure. Oh. Vous êtes donc de complexion amoureuse? Et vous avez ouï parler que ce monsieur Oronte a une fille? Oui. Je viens l'épouser. L'épouser? Oui. En mariage? De quelle façon, donc? Ah. C'est une autre chose. Et je vous demande pardon. Qu'est-ce que cela veut dire? Rien. Mais encore? Rien, vous dis-je, j'ai un peu parlé trop vite. Ah, je vous prie de me dire ce qu'il y a là-dessous. Non, cela n'est pas nécessaire. De grâce. Point, je vous prie de m'en dispenser. Est-ce que vous n'êtes pas de mes amis? Si fait. On ne peut pas l'être davantage. Vous devez donc ne me rien cacher. C'est une chose où il y va de l'intérêt du prochain. Afin de vous obliger à m'ouvrir votre cœur, voilà une petite bague que je vous prie de garder pour l'amour de moi. Laissez-moi consulter un peu si je le puis faire en conscience. C'est un homme qui cherche son bien, qui tâche de pourvoir sa fille le plus avantageusement qu'il est possible. Et il ne faut nuire à personne. Bon, ce sont des choses qui sont connues à la vérité. Mais j'irai les découvrir à un homme qui les ignore, et il est défendu de scandaliser son prochain. Cela est vrai. Mais d'autre part, voilà un étranger qu'on veut surprendre, et qui de bonne foi vient se marier avec une fille qu'il ne connaît pas et qu'il n'a jamais vue. Un gentilhomme plein de franchise, pour qui je me sens de l'inclination, qui me fait l'honneur de me tenir pour son ami, prend confiance en moi et me donne une bague à garder pour l'amour de lui. Oui. Je trouve que je puis bien vous dire les choses sans blesser ma conscience. Mais tâchons de vous les dire le plus doucement qu'il nous sera possible. Et d'épargner les gens le plus que nous pourrons. De vous dire que cette fille-là mène une vie déshonnête, non, cela serait un peu trop fort. Cherchons pour nous expliquer quelques termes plus doux. Le mot de galante aussi n'est pas assez. Bien. Le mot de coquette achevée me semble propre à ce que nous voulons. Et je m'en puis servir pour vous dire honnêtement ce qu'elle est. On me veut donc prendre pour du... Peut-être dans le fond, n'y a-t-il pas tant de mal que tout le monde croit. Et puis il y a des gens, après tout, qui se mettent au-dessus de ces sortes de choses et qui ne croient pas que leur honneur dépend de... Je suis votre serviteur. Je ne me veux point mettre sur la tête un chapeau comme celui-là. Et on aime aller le front levé dans la famille des Pourceaugnac. Voilà le père. Ce vieillard-là? Oui, je me retire. Bonjour, monsieur. Bonjour. Serviteur, monsieur, serviteur. Vous êtes monsieur Oronte, n'est-ce pas? Oui. Et moi, monsieur de Pourceaugnac. À la bonne heure.
Croyez-vous, monsieur Oronte, que les Limousins soient des sots? Croyez-vous, monsieur de Poursognac, que les Parisiens soient des bêtes? Vous imaginez-vous, monsieur Oronte, qu'un homme comme moi soit si affamé de femmes? Vous imaginez-vous, monsieur de Poursognac, qu'une fille comme la mienne soit si affamée de mari? On vient de me dire, mon père, que monsieur de Poursognac est arrivé. Oh! Le voilà, sans doute. Et mon cœur me le dit. Oh, qu'il est bien fait, qu'il a bon air, et que je suis contente d'avoir un tel époux. Oh, souffrez que je l'embrasse et que je le Doucement, ma fille, doucement! Dieu, quelle galante, comme elle prend feu d'abord. Je voudrais bien savoir, monsieur de Poursognac, par quelle raison Que vous je venez... suis aise de vous voir, et que je brûle. ma fille! Mais ôtez-vous de là, vous dis-je! Oh, quelle égrillade! Je voudrais bien, dis-je, savoir par quelle raison, s'il vous plaît, vous avez la hardiesse... Vertu de ma vie! Encore? Et que ça tire cela? Ne voulez-vous pas que je caresse l'époux que vous m'avez choisi? Non! Rentrez là-dedans! Laissez-moi le regarder. Rentrez, vous dis-je! Je veux demeurer là, s'il vous plaît. Je ne veux pas, moi! Et c'est une robe tout à l'heure, Eh bien, je rentre. Ma fille est une sotte qui ne sait pas les choses. Comme nous lui plaisons. Tu veux pas te retirer? Quand est-ce donc que vous me marierez avec monsieur? Jamais! Et tu n'es pas pour lui! Mais je le veux avoir, moi, puisque vous me l'avez promis. Si je te l'ai promis, je te le dépromets! Elle voudrait bien me tenir. Vous avez beau faire. Nous serons mariés ensemble, et de tout le monde. Mais je vous en empêcherai bien tous deux! Je vous assure! Non, mais, voyez un peu quel vertigo lui prend! Mon Dieu! Notre beau-père prétendu! Ne vous fatiguez point tant, on n'a pas envie de vous enlever votre fille, et vos grimaces n'attraperont rien! Toutes les vôtres n'auront pas grand effet. Vous êtes-vous mis dans la tête que Léonard de Poursognac soit un homme à acheter chat en poche? Et qu'il n'ait pas là-dedans quelques morceaux de judiciaire pour se conduire, pour se faire informer de l'histoire du monde, et voir en se mariant si son honneur a bien toutes ses sûretés? Je ne sais pas ce que ça veut dire! Mais vous êtes-vous mis dans la tête qu'un homme de 63 ans ait si peu de cervelle? Et considère si peu sa fille que de la marier avec un homme qui a ce que vous savez et qui a été mis chez un médecin? Pour être pensé? C'est une pièce que l'on m'a faite et je n'ai aucun mal. Le médecin me l'a dit Le lui-même. médecin en a menti, je suis gentilhomme. Et je le veux voir, l'épée à la main. Je sais ce que j'en dois croire, et vous ne m'abuserez pas là-dessus, non plus que sur les dettes que vous avez assignées sur le mariage de ma fille. Quelle dette? La feinte ici est inutile. Et j'ai vu le marchand flamand qui, avec les autres créanciers, a obtenu depuis 8 mois sentence contre vous. Quel marchand flamand, quel créancier, quelle sentence obtenue contre moi? C'est bien ce que je veux dire. Tout est assis. Et à la fille était trop bien après avoir fait tant de bassesse. Pas de tout scélérat, pas de tout soustenir. Qu'est-ce que veut cette femme-là? T'es folie, infame. Toute façon, blonde n'aimait pas que nous. Et ne rougissez pas, impudente doucios. Tu ne rougissez pas de me veille. Non savez pas, monsieur, ça vos bouche. Not m'en dit que vous yo épouse à la fille. Mais je vous déclare que je suis sa peine. Et qu'il y a 7 ans, monsieur, qu'en passant à Pézenas, elle a eu l'adresse d'un besas mignardizos comme ça tape la faire, de me gagner le corps. Et m'oblige, pour qu'elle mouillenne, à lui donner la main, per l'esposa. Oh! Que diable est ceci? L'outraite, me quitte-t-elle 13 ans après, sous prétexte de quelques affaires qu'elle appelle la bonne de son taille et d'espère. Non li le supput, oiseau de nouvelles. Ma dei slutens, che son già bilumens, m'han donata vista che vigno des a questo villo per se remarida dambe un altro giovane figlio che sus parents li han procurato senza saupreres de su premier mariage. Io e tu chi te in diligenza e me sui renduto des a questo loc lo pulau che hai possut. Per m'épouser, et non quel criminel mariage. Et confondre, assaillir tout le monde, le plus méchant des hommes. Que voilà une étrange effrontée? Impudente.
nasconde de mingiuria, allora destro confus, dai reproci segreti da conscienza te da fare. Moi, je suis votre mari. Infame! Cosa sto dire lo contrario? E tu sapessi per ma pena che ne che troverde? E plaghi so al cielo, caco non fughe sopa, e che ma che sos le sadones le stadi in un senso, e densa tranquillità un mulamo vivio, davanti che tu charmes e ta strumparies, ne men veghe son maloroso men fai resurri. Io non serio pare lui a fare tristi personaggi che io fai presentomen. A vaire un mari cruel me spresa tutto l'ardu che io hai per elle e me le sa senza cap de pietà abbandonato alla smorteles dolus che io risenti esa perfidosa ciu. Oh, je serais empêché de pleurer. Allez, vous êtes un méchant homme. Je ne connais rien à tout ceci. J'en peux plus. Je suis tout essoufflé. Ah! Fanfaron, tu m'as bien fait courir. Tu me mets caprami. Justice! Justice! Je boude empêchement au mariage chez mon mairie, monsieur. Et je veux faire peindre. Je m'en pas d'argent. Encore! Quelqu'un vous donne ceci. E che volesse vos dire ambe vostre impecciomene, vostre pendarie, coquelomo es vostre marito? Oui, madame. Et si ça va? Ecco es fos. Ecco sieu che sun sa feno. E se Deu es trependot, ecco sarà io che lo farai pendare. J'entends, Mich, par voilà. Je vous dis que je sun sa femme. Sa femme? Oi! Je vous dis que c'est mis, encore un coup, qu'il sait. Et je vous soustenu qu'acosie. Ça fait 4 ans qu'il m'a épousé. Et je 7 ans che m'ha preso per fene. J'ai eu des guérantes et tout ce côté. Tout mon pays lo sa. Toute notre ville en est témoin. Tu pezzena savis nostro mariage. Tout Saint-Quentin assiste à notre noce. Non y a res de tan véritable. Il n'y a rien de plus certain. Caso studier lo contrari, valiscos? Est-ce que tu me démentiras, les atomes? Il est aussi vrai l'un que l'autre. Che impudenza! E così miserabile! Non ti souvenes più della Paolo Françon e del pauvre Jeannette che sull'offre de notre mariage? Aïe, un peu l'insolence, quoi. Tu te souviens, notre petite Madeleine, cette pauvre infâme, tu m'as léché pour guesse de ta foi. Un putain de carogne. Venez, François! Venez, Madeleine, venez, venez ici, fais-moi de votre père, Qui entreçoit les petits-fils de putain. E così traître! Tu non sospasses de la dernière confusion de resopratal tous enfants et de fermer l'oreille à la tendresse paternelle. Nos rejets humides de ces mots-là et d'être insensible aux caresses de cette pauvre infâme. Tu non m'escaperas pas, infame! Bruciato un grido, infame! Vous ferez bien de me faire punir, et il mérite d'être pendu. Où irai-je? Je n'en peux plus. Je conduis de l'œil toute chose, et tout ceci ne va pas mal. Nous fatiguons tant notre provincial qu'il faudra, ma foi, qu'il déguerpisse. Ah, je suis assommé. Quelle peine. Quelle maudite ville. Assassinée de tous côtés. Qu'est-ce, monsieur? Est-il encore arrivé quelque chose? Oui, il pleut en ce pays des femmes et d'un lavement. Comment donc? De Caronne de Barguineuse me sont venus accuser de les avoir épousées toutes deux et me menacent de la justice. Voilà une méchante affaire. Et la justice en ce pays-ci est rigoureuse en diable contre cette sorte de crime. Oui, mais quand il y aurait information, ajournement, décret et jugement obtenus, par défaut, surprise et contumace, j'ai la voie de conflit de juridiction pour temporiser et venir au moyen de nullité qui seront dans les procédures. En voilà parler dans tous les termes. Et l'on voit bien, monsieur, que vous êtes du métier. Moi? Point du tout. Je suis gentilhomme. Il faut bien, pour parler ainsi, que vous ayez étudié la pratique. Moi? Point. Ce n'est que le sens commun qui me fait juger que je serai toujours reçu à mes faits justificatifs et qu'on ne me saurait condamner sur une simple accusation, sans un récollement et confrontation avec mes partis. En voilà du plus fin encore. Ces mots-là me viennent sans que je les sache.
Il me semble que le sens commun d'un gentilhomme peut bien aller à concevoir ce qui est du droit et de l'ordre de la justice, mais non pas à savoir les vrais termes de la chicane. Ce sont quelques mots que j'ai retenus en lisant des romans. Ah, fort bien. Pour vous montrer que je n'entends rien du tout à la chicane, je vous prie de me mener chez quelque avocat pour consulter mon affaire. Je le veux. Et vais vous conduire chez 2 hommes fort habiles. Mais j'ai auparavant à vous avertir de n'être point surpris de leur manière de parler. Ils ont contracté du barreau certaines habitudes de déclamation, qui fait que l'on dirait qu'ils chantent. Et vous prendrez pour musique tout ce qu'ils vous diront. Qu'importe comme ils parlent, pourvu qu'ils me disent ce que je veux savoir. La polygamie est un cas pendable. Votre fait est clair et net, et tout le droit sur cet endroit conclut tout droit. Si vous consultez nos auteurs, législateurs et glossateurs, Justinien, Papignon, Humillant et Tribonian, Fernand, Rebus, Jean Imol, Paul, Castres, Julien, Bartol, Jason, Alcial et Cujas, ce grand homme si capable, la polygamie est un cas pendable. Tous les peuples policés et bien sensés, les Français, Anglais, Hollandais, Danois, Suédois, Polonais, Portugais, Espagnols, Flamands, Italiens, Allemands, sur ce fait tiennent loi semblable. Et l'affaire est sans embarras. La polygamie est un cas pendable. La polygamie est un cas pendable. Oui, les choses s'acheminent où nous voulons. Et comme ses lumières sont fort petites et son sens le plus borné du monde, je lui ai fait prendre une frayeur si grande de la sévérité de la justice de ce pays et des apprêts qu'on faisait déjà pour sa mort, qu'il veut prendre la fuite. Et pour se dérober avec plus de facilité aux gens que je lui ai dit qu'on avait mis pour l'arrêter aux portes de la ville, il s'est résolu à se déguiser. Et le déguisement qu'il a pris est l'habit d'une femme. Je voudrais bien le voir en cet équipage. Songez de votre part à achever la comédie. Et tandis que je jouais mes scènes avec lui, allez-vous-en. Vous entendez bien? Oui. Lorsque je l'aurai mis où je veux, et quand le père aura été averti, Ça la va le mieux du monde. voici notre demoiselle, allez vite. Qu'il nous voit ensemble. Ah, pour moi, je ne crois pas qu'en cet état, on puisse jamais vous connaître. Et vous avez comme cela la mine d'une femme de condition. Voilà qui m'étonne qu'en ce pays-ci, les formes de la justice ne soient point observées. Oui, je vous l'ai déjà dit. Ils commencent ici par faire pendre un homme, et puis ils lui font son procès. Voilà une justice bien injuste. Elle est sévère comme tous les diables, particulièrement sur ces sortes de crimes. Mais quand on est innocent. N'importe. Ils ne s'inquiètent point de cela. Et puis ils ont, en cette ville, une haine effroyable pour les gens de votre pays. Et ils ne sont point plus ravis que de voir pendre un Limousin. Qu'est-ce que les Limousins leur ont fait? Ce sont des brutaux, ennemis de la gentillesse et du mérite des autres villes. Pour moi, je vous avoue que je suis pour vous dans une peur effroyable. Et je ne me consolerais de ma vie si vous veniez à être pendu. C'est pas tant la peur de la mort qui me fait fuir que tout ce qu'il est fâcheux à un gentilhomme d'être pendu. Et qu'une preuve comme celle-là ferait tort à nos titres de noblesse. On vous contesterait après cela le titre d'écuyer. Au reste, étudiez-vous quand je vous mènerai par la main à bien marcher comme une femme et à prendre toutes les manières et le langage
d'une personne de qualité. Laissez-moi faire. J'ai vu les personnes du Bel Air. Tout ce qu'il y a, c'est que j'ai un peu de barbe. Votre barbe n'est rien. Il y a des femmes qui en ont autant que vous. Ça, voyons un peu comme vous ferez. Bon. Allons donc. Mon carrosse. Où est-ce qu'il est mon carrosse? Mon Dieu, qu'on est misérable d'avoir des gens comme cela. Est-ce qu'on me fera attendre toute la journée sur le pavé et qu'on ne me fera pas venir mon carrosse? Fort bien. Oh là! Oh! Cocher! Petit laquais! Un petit fripon que le coup de fouet je vous ferai donner tantôt. Petit laquais! Petit laquais! Où est donc ce petit laquais? Ce petit laquais ne se trouvera-t-il point? Ne me fera-t-on point venir ce petit laquais? Est-ce que je n'ai point un petit laquais dans le monde? Voilà qui va à merveille. Mais je remarque une chose. Cette coiffe est un peu trop déliée. J'en vais quérir une un peu plus épaisse pour vous mieux cacher le visage en cas de quelque rencontre. Que deviendrai-je? Que deviendrai-je cependant? Attendez-moi là. Je suis à vous dans un moment. Petit laquais. Petit laquais, petit laquais. Allons, dépêchons, camarades. Il faut aller tous deux, nous, à la grève, pour y regarder un peu justicier style monsieur de Poursognac, qu'il a été condamné par ordonnance à l'être pendu par son cou. Il faut nous loer en fenêtre pour voir sti justice. Ils disent que l'on fait déjà planter un grand potence tout neuf pour y accrocher ce Poursognac. L'issira, ma foi, un grand plaisir d'y regarder prendre sti limosin. Oui, d'y voir gambiller les pieds en haut devant tout le monde. L'y est un plaisant drôle, oui. L'y disent que s'être marié 3 fois. C'est diable, lui vouloir 3 femmes à lui tout seul. Lui est bien assez Oh, bonjour, mademoiselle. Que faire-vous là tout seul? J'attends mes gens, messieurs. L'y est belle, par mon foie. Doucement, messieurs. Vous, mademoiselle, vouloir finir réjouir vous à la grève, nous faire voir à vous un petit pantement bien joli. Je vous rends grâce. L'est un gentilhomme limosin qui sera pendu gentiment à un grand potence. Je n'ai pas de curiosité. Il y est là, un petit téton qui est drôle. Tout bon. Mon foi, moi coucher bien avec vous. Oh, j'en ai trop. Et ces sortes de verrues-là ne se disent pas une femme de ma condition. Laisse-toi. Les moi qui le veux coucher avec elle. Moi ne vouloir pas laisser, moi. Moi l'y vouloir, moi. Moi ne faire rien. Toi la foire menti. Toi l'avoir menti toi-même. Au secours! Au secours à la force! À la force! Qu'est-ce? Quelle violence est cela? Et que voulez-vous faire, madame? Allons, que l'on sorte de là si vous ne voulez que je vous mette en prison. Parti, pont. Toi ne l'avoir point. Parti, pont aussi, toi ne l'avoir point encore. Je vous suis obligé, monsieur, de m'avoir délivré de ces insolents. Ouais. Voilà un visage qui ressemble bien à celui que l'on m'a dépeint. Ce n'est pas moi, je vous assure. Ah, qu'est-ce que je veux dire? Je ne sais pas. Pourquoi donc dites-vous cela? Pour rien. Voilà un discours qui marque quelque chose. Et je vous arrête prisonnier. Monsieur, de grâce! Non, non. À votre mine et à vos discours, il faut que vous soyez ce monsieur de Poursognac que nous cherchons, qui se soit déguisé de la sorte.
et vous viendrez en prison tout à l'heure. Hélas! Ah, ciel! Que veut dire cela? Ils m'ont reconnu. Oui, c'est de quoi je suis ravi. Eh, monsieur, pour l'amour de moi, vous savez que nous sommes amis il y a longtemps. Je vous conjure de ne le point mener en prison. Non, il m'est impossible. Vous êtes homme d'accommodement, n'y a-t-il pas moyen d'ajuster cela avec quelques pistoles? Retirez-vous un peu. Il faut lui donner de l'argent pour vous laisser aller. Faites vite. Oh, maudite ville. Tenez, monsieur. Combien y a-t-il? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non! Mon ordre est trop exprès. Mon Dieu! Attendez! Dépêchez. Donnez-lui encore autant. Mais... Dépêchez, vous dis-je, et ne perdez point de temps. Vous auriez un grand plaisir quand vous seriez pendu. Oh. Tenez, monsieur. Il faut donc que je m'enfuis avec lui, car il n'y aurait point ici de sûreté pour moi. Laissez-le-moi conduire et ne bougez d'ici. Je vous prie donc d'en avoir un grand soin. Je vous promets de ne le point quitter, que je ne l'ai mis en lieu de sûreté. Yes! Adieu! Hop! Voilà le seul honnête homme que j'ai trouvé dans cette ville. Ne perdez point de temps. Je vous aime tant que je voudrais que vous fussiez déjà bien loin. Que le ciel te conduise. Par ma foi, voilà une grande dupe. Ah, quelle étrange aventure, quelle fâcheuse nouvelle pour un père. Pauvre Oronte, que je te plains. Que diras-tu? Et de quelle façon pourras-tu supporter cette douleur mortelle? Qu'est-ce? Quel malheur me présages-tu? Ah, monsieur, ce perfide de Limousin, ce traître de monsieur de Pourceaugnac vous enlève votre fille. Il m'enlève ma fille? Oui. Elle en est devenue si folle qu'elle vous quitte pour le suivre. Et l'on dit qu'il a un caractère pour se faire aimer de toutes les femmes. Alors vite, à la justice, désincher après eux! Allons, vous viendrez malgré vous, et je vais vous remettre entre les mains de monsieur votre père. Tenez, monsieur, voilà votre fille, que j'ai tirée de force d'entre les mains de l'homme avec qui elle s'enfuyait. Non pas pour l'amour d'elle, mais pour votre seule considération. Car après l'action qu'elle a faite, je dois la mépriser et me guérir absolument de l'amour que j'avais pour elle. Oh, infâme que tu es! Comment me traiter de la sorte? Après toutes les marques d'amitié que je vous ai montrées, je ne vous blâme point de vous être soumise aux volontés de monsieur votre père. Il est sage et judicieux dans les choses qu'il fait. Et je ne me plains point de lui de m'avoir rejeté pour un autre. S'il a manqué à la parole qu'il m'avait donnée, il a ses raisons pour cela. On lui a fait croire que cet autre est plus riche que moi de 4 ou 5 000 écus. Et 4 ou 5 000 écus est un denier considérable qui vaut bien la peine qu'un homme manque à sa parole. Mais oubliez en un moment toute l'ardeur que je vous ai montrée et vous laissez d'abord enflammer d'amour pour un nouveau venu et le suivre honteusement, sans le consentement de monsieur votre père, après les crimes qu'on lui impute. C'est une chose condamnée par tout le monde, et dans mon cœur ne peut vous faire d'assez sanglants reproches. Eh bien oui! J'ai conçu de l'amour pour lui et je l'ai voulu suivre puisque mon père me l'avait choisi pour époux. Quoi que vous m'en disiez. C'est un fort honnête homme. Et tous les crimes dont on l'accuse sont faussetés, épouvantables. Taisez-vous! Vous êtes une impertinente, et je sais mieux que vous ce qu'il en est. Ce sont sans doute des pièces qu'on lui fait. C'est peut-être lui qui a trouvé cet artifice pour vous en dégoûter. Moi? Vous serez capable de cela? Oui, vous. Taisez-vous, vous dis-je! Vous êtes une sotte! Non, non. Ne vous imaginez pas que j'ai aucune envie de détourner ce mariage, et que ce soit ma passion qui m'est forcé à courir après vous. Je vous l'ai déjà dit, ce n'est que la seule considération que j'ai pour monsieur, votre père. Et je n'ai pu souffrir qu'un honnête homme comme lui fût exposé à la honte de tous les bruits qui pourraient suivre une action comme la vôtre. Je vous suis, Seigneur Eraste, infiniment obligé. Adieu, monsieur. J'avais toutes les ardeurs du monde d'entrer dans votre alliance. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour obtenir un tel honneur. Mais j'ai été malheureux, et vous ne m'avez pas jugé digne de cette grâce. Cela n'empêchera pas que je ne conserve pour vous les sentiments d'estime et de vénération où votre personne m'oblige,
Et si je n'ai pu être votre gendre, au moins serai-je éternellement votre serviteur. Arrêtez, Seigneur Eraste. Votre procédé me touche l'âme. Et je vous donne ma fille en mariage. Je ne veux point d'autre mari que monsieur de Pourceaugnac. Et je veux, moi, tout à l'heure, que tu prennes le Seigneur Eraste. Ça, la main. Non, je n'en ferai rien. Je te donnerai sur les oreilles. Non, non, monsieur, ne lui faites point violence, je vous prie. C'est à elle à m'obéir et je sais me montrer de maître. Ne voyez-vous pas l'amour qu'elle a pour cet homme-là? Et voulez-vous que je possède un corps dont un autre possédera le cœur? C'est un sortilège qu'il lui a donné. Et vous verrez qu'elle changera de sentiment avant qu'il soit peu... Donnez-moi la main. Allons. Ah, que de bruit. Ça, la main vous dit. Ne croyez pas que ce soit pour l'amour de vous que je vous donne la main. Ce n'est que monsieur votre père dont je suis amoureux. Et c'est lui que j'épouse. C'est beaucoup m'obliger. Et j'augmente de 10 000 écus le mariage de ma fille. Allons. Qu'on fasse venir le notaire pour dresser le contrat. Ne songeons qu'à nous réjouir. La grande affaire est le plaisir.